En tout cas, pour ceux qui sont là, donc bienvenue à ce webinaire où nous allons vous présenter les capacités d'Azure DevOps, la solution outillée Azure DevOps avec un certain nombre d'extensions pour arriver à supporter les besoins de VSI. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat et à poser vos questions aussi dans le chat au fur et à mesure. Et on y répondra en temps réel. Alors, je crois qu'on a un petit sondage. On Même va deux demander à petits Nathan de sondages nous... un sondage avec 2 pour bien questions, ouais, commencer. rapidement. Ouais. Voilà, si vous pouvez y répondre. Donc, il y a 2 questions. Donc, il y a cette première question, quel est votre rôle? Et puis, une deuxième question. Deuxième question sur comment gérez-vous aujourd'hui vos exigences tests de validation sous Word, sous Excel, un outil dédié, déjà avec Azure DevOps, ou pas de réponse. Voilà. Je vais... Oui, voilà. Si tout le monde pouvait répondre, ce serait formidable, hein. Et j'ai déjà des réponses. Que le quorum est Alors, ce que l'on atteint. voit là, Nathan, là, c'est le résultat de tout le monde, hein, en temps réel. Bien, donc on a une population, bah voilà, essentiellement qualité validation, hein, mais quand même des gens représentant de l'IT et du management. Vous voulez afficher les résultats? Moi, je les vois. Tout le monde voit les résultats normalement, hein, D'accord, vous les voyez. Bon, voilà. principalement. Et aujourd'hui, sur comment on gère, eh ben, effectivement, il y a une majorité écrasante, hein, merci Audrey, ouais, hein, sous Word et Excel, hein, et quelques-uns avec des outils. Et apparemment, personne n'utilise Azure DevOps. Euh, Bah, écoutez, ça va être l'occasion de voir ça. Ok. Très bien, donc, donc dans cette présentation, après une introduction, donc je présenterai la plateforme Azure DevOps, donc ses fonctions en général, et puis nous zoomerons sur donc trois parties importantes d'un processus de VSI, mais qui peut même d'ailleurs s'étendre au-delà de simple VSI. On verra que c'est des fonctions qui peuvent tout à fait servir pour n'importe quel projet. On a géré des exigences, des tests de recettes. Et nous finirons par donc l'offre ADN que nous proposons sur cette plateforme Azure DevOps. Donc, comme donc, Philippe disait, nous on n'est pas, voilà, donc, on n'est ni actionnaire de Microsoft ni même d'Atlassian. Simplement, donc on voit qu'il y a un certain nombre de plateformes qui pour nous présentent les qualités nécessaires pour supporter efficacement les processus que vous connaissez sans doute en bonne partie et que nous avons détaillé pour certains aujourd'hui. Donc, petite introduction déjà, nous qui nous sommes. Donc, euh, ADN, Donc, certains de... on existe depuis 93, hein. Donc, on essaye d'être vraiment focalisé sur la création de valeur. Et donc, on travaille aujourd'hui essentiellement pour l'industrie pharmaceutique et le dispositif médical. Et en termes de cycle de vie, on travaille aussi sur le cycle de vie produit avec des solutions PLM, euh, notamment actuellement pour des acteurs majeurs comment dire, du dispositif médical in vitro. Voilà. Donc nous, ça fait très longtemps. Enfin, c'est pas- voilà, on essaye d'avoir quand même des consultants formés, hein, une équipe qualité, je dirais, et technique. Voilà. Alors pour nous, c'est essentiellement technique, je dirais IT, hein, puisqu'en fait le focus ADN,
c'est quand même un focus qui est très logiciel, hein. Et notre idée, c'est vraiment de permettre aux réglementaires et à la qualité de conjuguer qualité et réglementaire et sans freiner les métiers. Voilà. Donc là, ce qu'on va vous montrer, c'est quelque chose qu'on avait initié aussi voilà, il y a déjà un certain nombre d'années, hein, d'avoir une approche data plutôt qu'une approche, je dirais, documentaire, hein. Et bon, bah, sans beaucoup de grandes surprises, c'est quelque chose qui est repris et de plus en plus par un certain nombre, je dirais, de guides. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'avoir un outillage adapté, hein, qui n'est pas forcément unique, hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, on propose cette vision autour de Azure DevOps, hein, pas uniquement Atlassian, même si on fait aujourd'hui effectivement beaucoup de choses sur Atlassian. Donc, le contexte réglementaire et les guides bah, qui nous encouragent dans cette vision et dans cette approche. Évidemment, on a le GAMP 5 seconde édition avec cette fameuse annexe D9 qui encourage l'utilisation d'outils et avec une approche rapport d'adéquation en lieu et place de la validation, je dirais, classique des outils. Donc ça, c'est quand même un énorme verrou de lever, hein, puisqu'en fait, bah, toutes ces plateformes-là, il n'y a pas besoin de les valider comme vous validez, je dirais, un système métier réglementaire, c'est-à-dire un SAP, enfin, un ERP, un LIMS, un ICRF ou autre, hein. Le GAMP 5 seconde édition, bah, il s'inspire de l'approche CSA, hein, qui, sans renier, je dirais, les fondamentaux, c'est plus quand même sur une approche, je dirais, preuve des activités pour apporter la qualité que sur une approche purement document. Donc du coup, ça ouvre la voie. Et d'ailleurs, dans le CSA, on encourage tout type de preuves, voilà, et notamment l'utilisation, je dirais, d'outils pour faire les tests et également de plateformes, hein. On a dans la même logique ce guide Digital Validation, hein, c'est un Good Practice Guide de l'ISPE qui pousse et qui donne aussi les avantages, je dirais, de la validation digitale. Donc on est vraiment dans cette logique-là, hein. On a cette révision de l'annexe 11 qui aujourd'hui euh, bon, précise un certain nombre de choses qui étaient déjà du ressort des consultants, hein, mais qui précise aussi ben voilà, l'importance d'avoir des specs et puis et qui encourage l'utilisation d'outils, notamment pour faire la matrice de traçabilité, hein. On a cette fameuse annexe 22 sur l'IA, hein, qui va, je dirais, permettre d'avoir un cadre sur l'utilisation de l'IA sur des activités critiques ou non critiques. Donc là, nous, lorsqu'on est sur des activités de validation à proprement parler, on est sur des activités non critiques, quoi. Donc c'est pour ça que l'IA est vraiment utile. Et on a quand même toujours ce human in the loop. Et donc, contrairement peut-être à ce qu'on pourrait penser, c'est que ben, on va toujours avoir besoin, je dirais, d'experts métiers pour valider, je dirais, l'accompagnement qui est proposé par l'IA. Voilà. Donc tout ça, on a un guide, on a un écosystème, on a là qui est favorable à une approche, je dirais, plateforme et une approche plateforme augmentée. C'est ce qu'on va essayer de vous illustrer aujourd'hui. Effectivement. Et donc, c'est les activités de VSI là, qui vont être principalement l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Donc, ça va être la gestion des exigences avec la traçabilité entre les différents niveaux d'exigence, la gestion des risques et la traçabilité avec les exigences, et puis la gestion des tests, hein, qui vont souvent venir pour atténuer les risques, et que donc là aussi la possibilité de générer une traçabilité, dans bon, ce qui aura des avantages pour s'assurer d'une couverture, on verra gérer les impacts en cas d'évolution, donc des services vraiment à grande valeur ajoutée liés à cette plateforme. La- et puis donc en complément des tests aussi la gestion d'anomalies. En transverse de tout ça, donc là c'est même le cœur initial d'Azure DevOps, c'est tout ce qui est gestion de projet sur lesquels donc je ne m'attarderai pas aujourd'hui, mais évidemment donc c'est à la base c'est un outil qui, comme de manière assez analogue à Jira,
permet de gérer une activité, l'activité projet, voir où on en est, attribuer des tâches. Et donc, évidemment, toutes ces fonctions sont disponibles dans la solution que nous proposons, mais avec en plus la possibilité de faire le lien avec tous les artefacts habituels sur les projets. Vous l'avez essayé d'impliquer, donc les exigences, les risques, les tests, mais voilà, la possibilité de gérer aussi des CAPA. Toute cette plateforme on peut être configurée pour gérer un certain nombre d'activités. Et là, ce sera, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, là, on s'est centré hein, sur ce qui est pour nous la colonne vertébrale, c'est le triptyque exigence, risque et test. Avant de rentrer plus en détail, un nouveau petit sondage, auquel je vous laisse répondre. Plus effectivement on vote, mieux c'est, hein. On n'a que 13 réponses sur 24 participants. Voilà. Un sondage Vous qui pouvez mérite réflexion. augmenter, ça serait formidable. Si tout le monde pouvait voter, ça serait idéal, hein. Arriverait à un score. Alors déjà, on a un taux de participation. Ah bah là, on approche du taux de participation qui ferait rougir nos politiciens. Voilà. Et alors, ce qui est drôle, hein, c'est que, alors, je ne sais pas si tout le monde voit les résultats, hein, c'est que la collaboration entre l'IT, la qualité et le métier est compliquée. Ça, euh, c'est quand même assez drôle, mais c'est assez révélateur. Voilà, hein. Donc là, en fait, c'est ce qui ressort, hein, au-delà des aspects technico-techniques là qu'on va voir, c'est la Hmm. traçabilité, les exigences floues, la gestion des modifications, hein. Mais en fait, c'est voilà, globalement, effectivement, c'est compliqué. Et en fait, bah, il y a des raisons, hein. C'est ce qu'on va essayer on va essayer de voir comment on peut peut-être améliorer ça, hein, avec, Hmm. avec justement le fait d'avoir une plateforme. Voilà. On avance. Hmm. En avance, donc, présentation d'Azure DevOps. Donc, en complément, donc, il y a deux extensions hein, qui nous semblent vraiment de grande valeur pour les activités qu'on va voir, donc, qui sont donc l'extension Modern Requirements et son compagnon copilote for DevOps qui va aussi rajouter des fonctions IA. Et on en reparlera sur tout ce qui est exigences floues, complétude, analyse de la qualité des exigences, des risques, des tests. Donc cette plateforme, ça répond justement déjà à ce besoin de collaboration parce que de base, la plateforme Azure DevOps, un peu comme Jira pour ceux qui connaîtraient Jira, donc permet un travail collaboratif efficace. Donc on va travailler sur des tickets. On peut remplacer donc toutes les conversations qui ont lieu par mail, euh, dans des conversations Teams, voilà, si c'est sur les exigences, sur les tests, quand on a des remarques à faire, on va pouvoir se partager des objets, s'envoyer des liens directement sur des objets, mettre des commentaires qui vont directement être associés à ces objets. Donc, c'est cette plateforme qui permet voilà, que les exigences, les risques, les tests, c'est pas juste des paragraphes dans un document Word, une ligne dans un document Excel, mais c'est vraiment un objet avec lesquels on va pouvoir tirer des liens, sur lesquels on va pouvoir mettre des commentaires, qu'on va pouvoir partager même avec des gens qui n'auraient pas directement accès à la plateforme. Ça va être le cœur d'un travail efficace. Donc j'évoquais déjà donc la traçabilité, hein, le fait que entre nos exigences, nos risques, nos tests, donc il y a toujours une traçabilité qui existe au moins de manière intellectuelle. Là, elle va vraiment être elle va exister sous forme de liens informatiques hein, qui vont pouvoir être exploités pour les analyses d'impact, pour
pour suivre les dépendances, assurer de la complétude des dépendances. Donc tout ça, ça va permettre un travail efficace, donc des gains de temps, même sur les simples fonctions de recherche. On a, sur la plateforme, la fonction de recherche très, très puissante va nous permettre de retrouver facilement les objets sur lesquels on doit travailler. Tout ce qui va concerner, donc, à la fois aussi lié au fait qu'on va pouvoir ségréguer les accès aux données, mais tous les modifications donc, sont tracées. Donc, il y a beaucoup de fonctions natives d'exigences d'audit trail, hein, qui vont être nativement supportées sans qu'on ait à s'en soucier finalement. Donc, on fait les modifications comme on les ferait dans un document Word ou Excel, sauf que automatiquement derrière, bah, c'est tracé, on sait qui a modifié quoi, quand. Faire On va pouvoir. un petit retour là d'expérience, hein. On a, on avait un client là qui est quand même assez important, hein. Voilà, un grand groupe. Et justement, parce que souvent les grands groupes, bah voilà, il y avait une politique corporate, c'était Azure DevOps. Voilà, ok. Et le retour, c'est que finalement, on avait l'IT qui faisait. Alors en plus, comme c'est un grand groupe, ils font du développement spécifique. Ils le font avec Azure DevOps. Donc on avait l'IT qui utilisait Azure DevOps pour faire son projet. Et puis après, on avait l'équipe validation qui était là pour le valider. Et qu'est-ce qui se passait? En fait, c'est que l'équipe validation gérait en parallèle sa documentation. Voilà. Donc vous aviez deux choses, vous avez deux chemins. Vous aviez l'IT qui gérait son projet avec Azure DevOps. Et puis, évidemment, vous avez, enfin, pas évidemment, et malheureusement, vous aviez la VSI qui était en parallèle, quoi. Et ce que faisait la VSI, c'est que la VSI allait de temps en temps regarder plus ou moins dans Azure DevOps quelles étaient les informations pour reconstituer les documents Word. Alors, il y avait une raison, en fait, hein. Bah, c'est qu'en fait, ce qui était dans Azure DevOps, c'était pas forcément bien écrit, quoi. C'était un peu, bah, souvent, hein, en IT, ça démarre avec c'est des tâches. Et en fait, c'est pas des user stories, hein. Progressivement, bah, ils ont pris conscience que bah, effectivement, il y avait deux problèmes. Il y avait un problème côté VSI qui faisait des choses redondantes. Et il y avait aussi un problème côté IT parce qu'en fait, bah, quand on fait un projet, des user stories, c'est pas des tâches, quoi. Donc ils ont embauché un product owner qui a remis un peu les choses propres, je dirais, au niveau des user stories, parce qu'il avait cette expérience-là. C'était une première étape. La VSI, on leur a montré qu'il y avait un module de test, machin. Donc ils se sont dit, bah ok, ah bah tiens, on va pouvoir faire. On va pouvoir regarder un petit peu les tests. Et en fait, là, ce qui est en train de se passer, c'est que maintenant, bah, progressivement, tout le monde est en train de travailler dans cette plateforme collaborative. Voilà. Et donc, bah, comme on va travailler sur cette plateforme collaborative, on va accéder à des voies d'optimisation naturelles pour éliminer les redondances. C'est-à-dire que, bah, effectivement, la VSI voit les tests qui sont faits par l'IT et évite de faire des tests soit redondants, enfin, évite de faire la redondance de test, ou et parfois même peut même utiliser, je dirais, ces tests. Donc là, on voit bien que cette notion d'avoir de plateforme où on fait travailler, c'était pour répondre au sondage là, entre la relation IT, métier, qualité un peu compliquée. Bah, en fait, le fait de mettre tout le monde dans la plateforme, ça favorise, je dirais, le fait d'harmoniser les méthodes de travail. Et de facto, ça donne plus de visibilité sur les activités des uns et des autres. Et donc, de facto, ça vous permet bah, d'éviter, je dirais, les redondances. Voilà. Bon, ça, c'était le topo pour le travail collaboratif, mais associé aux plateformes. Mais c'est quand même hyper important parce qu'on voit quand même beaucoup de projets et on a d'autres exemples où, en fait, bah, on réutilise des tests de recettes beaucoup plus facilement pour avoir une activité, je dirais, qualité. Donc, cette approche, c'est ça. Voilà. Avançons parce que je vois qu'on a pas mal de choses et là, Ouais, je crois qu'on a été ouais. trop bavard parce qu'il est déjà 23, hein. Oui, oui, bon, donc, c'est les workflows aussi pour savoir où en sont les différents objets. Plutôt que d'avoir une granularité juste au niveau du document, bah, on sait au niveau de chaque élément quelle exigence est déjà approuvée, validée, sur laquelle on peut avancer, lesquelles sont encore en discussion, voilà, sur lesquelles on a signé, pas signé. Puis tout ça donc, se fait dans une interface web. Donc, c'est une application SaaS, hein, donc, très grande facilité d'accès. Donc,
un petit résumé de ce que permet la plateforme. Donc, c'est à la fois de gérer la partie activité, hein, c'est ses fonctions de base, mais qu'on va pouvoir compléter, donc notamment au travers des extensions que je vais vous présenter aujourd'hui, sur la gestion des exigences, des risques, des tests, des bugs, des CAPA, etc. Avec la possibilité, effectivement, de lier les objets, hein, ce qui est très pratique pour vérifier les complétudes, faire des analyses d'impact. On va pouvoir très facilement la personnaliser, hein, pour rajouter les informations. Voilà, c'est une exigence, on a envie de savoir les niveaux de priorité, ce qui est GXP, pas GXP, des choses à renseigner, des critères d'acceptation sur les exigences. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va pouvoir configurer. Donc, créer ces workflows, je parlais précédemment aussi, la gestion des droits, qui a le droit de faire quoi, d'accéder à quoi. On va pouvoir aussi d'avoir des vues très facilement des vues synthétiques. Donc ça, c'est le gros avantage d'avoir des objets sur lesquels on gère des statuts, c'est qu'on voilà, on sait en permanence quelles sont les exigences approuvées, pas approuvées, celles sur lesquelles il y a des risques ou pas encore des risques qui ont été définis, l'avancement des tests, etc. Et puis donc gestion de projet, si ça va pouvoir attribuer très facilement les tâches aux différents utilisateurs et qu'eux renseignent où ils en sont. Parce que classiquement, donc le premier sondage montrait que vous êtes beaucoup sur des approches Word Excel, mais donc il y a des défauts inhérents à ces approches, hein, auxquels la plateforme pourra répondre, c'est que donc une exigence, on ne naît pas en sachant exprimer une exigence. En plus, dans des Word Excel pour tout ce qui est gestion des évolutions, c'est pas natif à ces outils. Et le partage aussi n'est pas très facile. La collaboration, il n'y a pas de fonction de collaboration native dans ces outils. Et donc, bon, sur les risques, d'avoir souvent ça dans des documents séparés, même si on met une référence, enfin, c'est pas toujours les mêmes personnes qui vont faire évoluer les choses. Et donc, on a vite fait d'avoir des divergences entre les différents euh, sujets, exigences, risques, tests. Voilà, donc cette difficulté à maintenir la cohérence et la traçabilité se retrouve aussi évidemment sur les tests, et ça peut servir notamment au moment des inspections. On a beaucoup de mal à retrouver les informations justifiées des évolutions qu'on a faites. Donc toutes ces fonctions donc, qui vont pouvoir être nativement répondues dans cette plateforme, où ce sera euh, à contrario très simple de retrouver l'origine des modifications, s'assurer d'avoir fait les bonnes analyses d'impact. On accélère un petit peu, Mm. François, Voilà. hein? Celui-là, donc, je passe Euh, rapidement, ouais. ça Mmh. reprend donc toutes les avantages. Donc, je vais surtout passer du temps là, pour vous montrer les différentes fonctions. Voilà. De toute façon, vous aurez la présentation, donc ça reprend les, les grands avantages de travailler sur une plateforme collaborative. Sur la gestion des exigences, donc juste déjà un petit mot. Donc, les problématiques classiques, c'est qu'on a des exigences qui sont voilà, plusieurs documents avec une traçabilité pas, pas humainement très facile à exploiter. Alors, pour mesurer l'avancement, ça reste très manuel. Et lors des modifications, donc c'est un gros travail pour assurer la cohérence. Donc le besoin pour améliorer ça, c'est ce qu'a apporté une plateforme type Azure DevOps, c'est des fonctions de collaboration et aussi de structuration des exigences. Donc ce que classiquement enfin, de base les Azure DevOps ne permettrait pas, c'est même si il y a un avantage à gérer les exigences sous forme d'objets, hein, pour collaborer, tracer, d'avoir une vue document, ça reste important. Et donc, les extensions qu'on vous proposez, ça permet d'avoir le meilleur des deux mondes, donc de bénéficier du fait d'avoir des exigences qui sont vraiment des objets qu'on peut manipuler, avec lesquels on peut établir des liens, sur lesquels on peut mettre des commentaires, mais tout en gardant des vues documents. Et on pourra aussi, au final,
exporter sous forme de documents le travail qu'on aura fait dans la plateforme. Voilà, collaboration. Et puis ce que je présenterai aussi, c'est certaines des fonctions qui vont justement fonctions supportées par l'IA, qui vont nous permettre d'assurer qu'on n'a pas oublié d'exigences, d'assurer que nos exigences sont écrites correctement. On va pouvoir nous proposer des reformulations. Donc, tout d'abord, donc pour ceux qui connaîtraient Azure DevOps mais qui ne connaîtraient pas donc, l'extension Modern Requirements, donc, ce que va apporter cette extension, c'est que finalement ici, matières premières critiques, qualification fournisseur, donc ce sont des work items exigences, donc avec toutes les fonctions qu'apporte la plateforme sur les work items, mais avec cette vue document, donc qui va nous permettre de retrouver ce qu'on a classiquement dans un document Word, notre historique des révisions, une structure de chapitres, et puis au final des descriptions d'exigences. Ces exigences pourront avoir donc différents attributs, hein. On retrouve les deux principaux, donc une description et puis les critères d'acceptation. Donc, alors là, c'est pas l'outil qui vous l'impose, mais bon, ça fait partie des bonnes pratiques que nous, on vous invite à mettre en place, que l'outil va pouvoir aisément supporter. Aussi, chose très, très intéressante par rapport à la gestion des évolutions, c'est on va pouvoir gérer des versions figées, donc ce qu'on appelle souvent des baselines, et puis pouvoir comparer donc, entre deux états d'une spécification, on va voir qu'est-ce qui a changé, avec du rouge barré pour ce qui était supprimé, du rouge pour ce qui était ajouté, soit à l'intérieur du texte d'une exigence qui existait déjà, soit carrément ici une nouvelle exigence qui n'existait pas dans la version précédente. Un petit sondage avant de passer à nos fonctions avancées sur la gestion d'exigences. Non. Mmh. Mmh. Si on pouvait avoir comment dire, une participation également élevée comme on a eu tout à l'heure. Mmh. Une participation soviétique. Mmh. Ça monte un petit peu. Voilà, on a quand même, si on pouvait avoir au moins 22 réponses, ça serait pas mal, hein? Parce qu'il nous en manque un peu. OK, OK. Encore quelques secondes. Bon, voilà, enfin, on voit quand même qu'effectivement, il y a des gens qui expérimentent, hein, mais que voilà, la majorité, pour l'instant, c'est pas utilisé, hein. Donc, c'est ce qu'on va vous montrer, hein. Moi, je voudrais juste faire avant de partir dessus, c'est faire une petite remarque par rapport à ce que tu nous as montré avant et sur l'aspect document et l'aspect gestion de projet. C'est vrai que, en fait, quand on a la gestion de projet, ben, quand il y a un intégrateur, ben, souvent on travaille effectivement avec des tickets, avec des work items. Parfois, les intégrateurs, ils ont aussi cette plateforme-là. Donc, le fait d'être capable d'avoir cette approche Smart Document, d'avoir des baselines, d'être capable de figer un ensemble, c'est aussi, comment dire, une bonne pratique de gestion de projet, surtout sur les projets qui s'étalent un petit peu. Parce que comme nous, on a pu encore l'expérimenter. Oui. Bah oui, mais ça, on en a parlé il y a 6 mois, on se souvient plus. Oui, mais on avait dit que. Donc, le fait d'avoir une plateforme et on a sur les exigences et qu'on met les commentaires sur les exigences, qu'on a les documents pour qu'on peut comparer les versions, etc., c'est quand même très utile en termes d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Voilà, hein. Et la Effectivement. liaison, bah, c'est que très, très, très souvent, on a des problèmes en assistance à maîtrise d'ouvrage parce que les exigences ne sont pas rédigées correctement. Et là, je t'offre la transition, François, donc Voilà. sur slide là, hein.
Donc là, Modern Requirements, c'est ce qui permet voilà, d'avoir ces vues, documents, ces baselines. Mais en complément, donc, il y a la partie Copilot for DevOps qui va offrir donc, toute une famille de services assistés par l'IA, qui sont donc en grosse maille les LICI. Donc, c'est ce qui vous permet de créer des exigences donc, à partir d'un prompt sur un sujet peut vous proposer des exigences ou des risques ou des tests. Analyse, donc c'est par rapport à ce que vous avez écrit, la possibilité de, de mesurer la qualité de vos exigences, de vos tests. Et puis aussi la partie analyse d'impact, donc possibilité, encore une fois, via un prompt, par rapport à quelque chose que vous n'avez pas encore appliqué sur votre référentiel d'exigence de risque de test. Vous dites, voilà, cette fonction-là, j'envisage telle évolution, et il va être capable de vous dire quelles sont les exigences, risques, tests qui seront potentiellement impactés par cette évolution. Première chose, donc déjà sur les exigences, donc pour peut-être certains d'entre vous connaissent le film La vérité si je mens, où donc Eddie là qui se lance dans la confection, il a demandé à un sous-traitant lui fabriquer des blousons, et au moment de réceptionner les blousons qui ont été fabriqués, bah, il s'aperçoit qu'il n'y a pas de fermeture éclair. Et le sous-traitant lui dit, mais t'as pas d'e-zip? Il a pas, effectivement, parce que il y a des exigences, ça je pense que tous ceux qui ont travaillé sur les exigences, c'est quelque chose qu'ils connaissent, donc des exigences implicites. Donc pour Eddy, c'est impensable qu'on fasse un blouson sans fermeture éclair. Mais le sous-traitant, lui, on ne l'a pas demandé, donc il n'a pas mis de fermeture éclair. Donc c'est exigence implicite. On va retrouver aussi les problématiques d'exigence floue, d'exigence ambiguë qui vont amener des discussions à n'en plus finir. Donc ça fait partie des défauts qui ont des gros impacts sur la gestion des projets. Tu es obligé de revenir sur des développements qui ont déjà été faits. Et donc pour tout ça, ça a des conséquences effectivement importantes. Là, j'ai résumé dans cette présentation quelques cas réels sur des choses qu'on menait à des warning letters. Une entreprise qui utilisait son ERP mais sans audit trail, donc avec enfin, en tout cas sur la partie Ça des peut tests faire de contrôle sourire, hein. qualité. Hmm. Ça peut faire sourire, comment dire, les grands labos ou les professionnels, mais je peux vous garantir que aujourd'hui sur nous on a des projets où en cours de projet, en fait, ils n'avaient pas du tout prévu d'activer Ouais, l'audit trail, quoi, hein. ouais, Voilà. Et pourtant, ils travaillaient ouais, avec des intégrateurs qui se revendiquaient comme spécialistes, hein. Donc évidemment, ça va ouais. faire sourire là les quelques professionnels et confrères qui sont là, hein. Mais ça arrive, hein. Voilà. Et donc ça, les fonctions IA que je présentais précédemment, bah, ça va vous permettre de vous suggérer d'ajouter une exigence qui manquerait. Les exigences floues hein, aussi, non, ça c'est un grand classique. Voilà, retrouver le système doit permettre d'enregistrer le résultat de contrôle. On est d'accord sur le principe, mais dans une exigence, c'est pas juste un principe. Donc on peut se retrouver hein, selon, finalement, soit on a la chance d'avoir un intégrateur qui connaît bien le sujet et qui va combler les trous, mais si c'est pas le cas, ben, on va se retrouver avec des problèmes. Donc l'IA, elle, ce qu'elle va potentiellement nous suggérer, c'est voilà, d'ajouter, de préciser un peu cette exigence pour éviter les interprétations multiples. L'exigence ambiguë aussi, bon, c'est une variante d'exigence floue. Des choses, hein. Là, ce qu'on voit ici, c'est vraiment pas rare qu'on trouve ça chez nos différents clients, avec donc, des interprétations possibles, donc du coup qui vont dépendre de enfin, du background de l'intégrateur ou du développeur qui aura à la prendre en charge. Donc là, encore une fois, si dès l'amont on a précisé les choses, eh ben, on va s'éviter bien des problèmes. Donc tout Ah ça, bon, là, comme vous l'avez compris, tout ça, effectivement, c'est, enfin, pour notre activité de validation, bah, évidemment, l'IA générative, hein, parce qu'il y a plusieurs films d'IA, hein, mais l'IA générative, parce qu'on est quand même une industrie de consulting qui quand même produit beaucoup de documents, bah, forcément, hein, ça s'applique. Et forcément, bah, il y a quand même des spécificités. Donc, les modèles fondamentaux d'IA générative, bah, ils sont capables de faire beaucoup de choses. Voilà. Et si vous voulez comment dire,
les tuner. Bah, typiquement, aujourd'hui, euh, il va falloir apporter vos propres données, etc. Et donc, typiquement, aujourd'hui, ça, c'est les choses qui sont les solutions sur le marché, elles permettent de faire ça, quoi. Hein. Là, aujourd'hui, par exemple, on peut faire ce qu'on appelle, on a le concept de bring your own data, hein, avec justement Modern Requirement, où on va apporter ses propres données pour faire une sorte de mini RAG personnalisé pour obtenir quelque chose de plus spécifique, puisque les modèles généralistes, comme son nom l'indique, ils sont généralistes. Voilà. Donc, ils font beaucoup de choses déjà très bien, mais quand on commence à rentrer dans le détail, bah, forcément, ça pêche un peu, quoi. Hein. Bon, là, ce qui est intéressant, c'est, je laisse la parole à François, hein, c'est des méthodes pour Il vous propose valider effectivement la qualité de vos exigences, différentes voilà, méthodes d'analyse. Donc le 6C, là, c'est clear, concise, complete, dire qu'on consistent, s'arrête complete, etc. consistent, ouais. Voilà, il y a différentes manières. Bon, souvent, derrière, ça mesurer les mêmes défauts. Enfin, vous cherchez les mêmes qualités, mais de différentes manières. Donc, le principe, hein, c'est qu'il va vous expliquer, enfin, attribuer une note globale, et puis là où c'est orange, voire rouge, il va vous suggérer des améliorations que vous pourrez appliquer. Sur aussi l'impact, voilà, via un prompt, on lui dit, voilà, je vais ajouter, dans la pratique, on peut avoir des choses peut-être encore plus détaillées, donc du coup, on aura une analyse d'impact encore plus précise, et il va nous montrer dans notre référentiel les différents éléments qui pourraient être impactés et nous détailler. En plus, donc c'est une AI, une intelligence artificielle expliquée, il explique pourquoi il estime qu'il y a un impact. Pour revenir à des choses aussi, donc, tout ça, donc, ça va nous permettre du coup de constituer des documents de grande qualité, mais au final, donc, il restera possible de les exporter. Donc, même si on pense donc qu'il y a une grande valeur à travailler au quotidien plutôt dans ces plateformes, au final, bah, on peut vouloir quand même avoir un document. Donc, on a cette notion de rapport intelligent qui va nous permettre, hein, de générer un rapport. Bon, voilà, c'est configurable, savoir ce qu'on veut y mettre comme attribut dans l'élément exporté, et puis qu'après qu'on pourra récupérer en Word, PDF, typiquement. Ça, généralement, c'est une phase de transition. Hein. Voilà, au début, les gens, Oui. ils veulent se rassurer, ils veulent avoir les exports. Oui. Et après, une fois qu'ils ont Oui. compris que toutes les données étaient dans le système, bon, ben voilà. Voilà, ça, Mais bon, ça reste la c'est possibilité. c'est quand même important d'avoir cette fonctionnalité-là, d'être capable, je dirais, d'exporter. Allez, on accélère un peu, Peut-être François, parce pour que les je vois le exigeants, temps donc sur qui les coule. risques, hein, Ouais. enfin, je reprends les problèmes que j'avais expliqués précédemment. Là, ce que va nous proposer, alors de base, donc on va, là, ça c'est du standard, hein, Azure DevOps, donc pouvoir définir un objet risque avec les différents attributs qui sont utiles pour définir un risque. Donc, voilà, paramétrer ses propriétés, la manière dont on l'évalue, et puis surtout faire des liens, donc là notamment avec des exigences, URS ou FS selon votre méthodologie. Il y a aussi, alors en standard, donc il y a dans tout ce qui est Microsoft, il y a le Power Automate qui permet de faire des automatisations, mais là, ce qu'apporte donc un- une autre extension là, qui sera donc liée à Modern Requirement, ça, c'est le Agent for DevOps qui permet de définir ces automatismes sans savoir coder. Donc, au final, comme on le voit à droite, c'est du C# qui sera généré, mais on n'a pas y touché. Là, ici, on définit ce qu'on veut et il nous génère le code. Donc, par exemple, là, pour les risques, c'est le scoring en fonction de la gravité, de la probabilité, voire de la détectabilité. On va pouvoir lui apprendre. Ça peut servir à plein d'autres choses. Donc, j'ai fini mon prompt. Si le comportement n'est pas correct, je peux revenir dessus et puis lui demander de le faire évoluer. Donc, au final, c'est de l'automatisation no code qu'on va pouvoir définir. Les risques, donc, Mais très c'est sûr souvent, c'est. qu'aujourd'hui, l'IA et la programmation, comment dire, sous forme de prompt,
C'est en train d'apporter une vraie révolution dans le paramétrage des outils, dans tout ça, quoi, hein. Ouais, tout Dans à ce qui fait. était, entre guillemets, un petit peu compliqué à faire avant. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est accessible à tout le monde, mais ça facilite quand même bien la tâche. Mm. Effectivement. Donc les risques, donc on pourra les présenter sous une vue matrice, hein, avec souvent même plus de colonnes que ça dans les exemples de nos clients, avec la couverture. Alors, moi, j'ai présenté ici avec les risques et en dessous les URS. On peut en faire la vue à l'inverse si on va avoir d'abord nos exigences, puis les risques. Donc, dans la même vue, on peut avoir d'ailleurs exigences, risques, tests. Et tout ça, la possibilité de l'exporter en Excel, hein, encore une fois, si on veut retrouver nos vues habituelles. La traçabilité, qu'on pourra retrouver d'ailleurs quand on parlera des tests, déjà cette traçabilité, donc on va pouvoir l'exploiter, hein, sous forme de vue. Donc ça, c'est aussi un autre apport de Modern Requirements, c'est la possibilité de définir des matrices de traçabilité dans lesquelles on va définir les blocs, donc qu'est-ce qu'on veut comme élément, quel lien on suit entre ces éléments, et pour chacun afficher euh, les attributs qu'on a envie de voir. Là c'est une vue minimum avec juste l'identifiant titre, hein. S'il y a d'autres attributs importants qu'on veut afficher dans cette vue, on pourra évidemment le faire et encore une fois exporter vers Excel si on le souhaite. La partie donc, sur la gestion des tests, hein, ça peut être un enjeu d'assurer une bonne couverture, et de voir où on est le suivi, quelles sont les exigences sur lesquelles il y a encore des tests KO ou celles où on n'a pas défini de tests. Donc là, une vue qui nous permette de retrouver les vues habituelles où on va définir pour chaque test une suite d'actions et de résultats attendus. La possibilité comme on l'avait vu pour les exigences, de, de, de demander le support de l'IA, donc à partir d'un sujet, donc une exigence, ici c'est un risque, on va pouvoir demander à l'exigence, en lui renseignant quand on a un petit prompt pour préciser notre demande, de lui demander de nous suggérer des tests. Et il va nous définir différents thèmes et pour ceux qu'on retiendra, il va pouvoir nous générer une suite d'étapes de principes, après qu'on pourra évidemment affiner. Pour l'exécution, donc on a une vue, hein, qui va nous permettre voilà, euh, de gérer les exécutions, de pouvoir créer des bugs directement si on tombe. Il faut que je repense pour éviter que je vous quitte. Voilà, j'ai relié au réseau électrique. Donc, permettre de renseigner des bugs et de renseigner aussi des captures d'écran, des résultats constatés très facilement. Je l'ai pas mis, donc il y a le petit appareil photo là qui permet de faire ça très facilement. La matrice de traçabilité, comme je vous montrais précédemment, que j'ai ici étendue, où j'ai maintenant 3 niveaux, exigence, risque, test, où on voit ce qui existe et là où il y a des trous, qu'on peut évidemment configurer et exporter. Modern Requirement apporte donc c'est une fonction qui manque de base dans Azure DevOps, c'est sur les exports, possibilité de retrouver l'ensemble des résultats là, pour les rapports d'exécution, avec à la fois le commentaire, voire les captures d'écran qu'on aura fait sur nos différentes étapes. Donc, avec encore une fois, bon, pour ces Smart Reports, possibilité de paramétrer ce qu'on veut retrouver dans notre rapport d'exécution. Et pour finir, donc, l'offre ADN sur tous ces sujets. Donc, là, on a différents niveaux sur lesquels on peut intervenir. Donc, c'est à la fois, donc, déjà dans un premier temps, essayer de comprendre votre contexte pour vous proposer une offre outillée, adaptée, vous aider dans le paramétrage, la mise en œuvre, les formations.
mais aussi, donc on peut assurer tout ou partie de l'exécution, hein, de la rédaction des exigences, parce que, voilà, comme on le dit en introduction, donc nos consultants formés voilà, à tous les besoins VSI vont pouvoir aussi, dans une démarche de montée en compétences, de transformation, vous assister pour bien bénéficier de toutes les potentialités de ces plateformes. Au-delà de ça, comment dire, les consultants ADN, bah, ils sont là pour faire un peu enfin, c'est l'expertise pour faire la vérification de la vérification humaine. Parce que l'IA va générer des choses, mais l'IA va se tromper, l'IA va Mm. halluciner, l'IA va être imprécise, l'IA va. Tout Voilà. à fait. Donc, Ouais. Mm. l'IA est une source de productivité, c'est clair, net, précis, c'est indiscutable. OK. Et l'IA a besoin, et ça, c'est D'un humain également dans la aussi boucle. Ouais. indiscutable, d'un humain pour vérifier, comprendre, etc., quoi. Hein. Donc, en revanche, bah, c'est vrai que sur des problématiques des pierres d'achoppement assez récurrentes sur la disponibilité des ressources pour générer les URS, la disponibilité des ressources pour Ouais. générer les FS. Bon, bah, Mm. tout ça, c'est sûr que l'IA va être intéressante. Il y a aussi un autre élément, sans parler d'IA, sur l'aspect plateforme et qu'on voit, nous, lorsqu'on gère les projets, c'est qu'au début, les clients, bon, ils regardent un peu Azure DevOps comme ça en me disant, bon, ok, ça va me permettre de gérer des tests et machin. Et puis, en fait, comme vous avez des artefacts, comme vous avez de la donnée, bah, vous pouvez naturellement faire des dashboards. Et ça, c'est extrêmement apprécié par les chefs de projet, puisqu'en fait, eux, bah, le détail, ça les intéresse pas forcément, hein, mais ils ont une vision dashboard sur la progression de la campagne de test, sur les statuts, je dirais, des work items de type URS ou de type FS. Voilà. Donc, en fait, ça permet vraiment un pilotage de l'activité projet et ça va permettre de faire de la validation intégrée, c'est-à-dire de faire travailler à la fois la qualité, comment dire, avec l'IT, pour rebondir sur un petit peu l'écueil qu'on a vu tout à l'heure. Mm. Et Mm. ça, c'est effectivement important. Et l'IA, ce qu'elle apporte, c'est effectivement c'est une assistance pour améliorer des choses. Tout à l'heure, je ne sais pas, peut-être que certains l'ont repéré, hein, mais une fois qu'on a les données, on est capable aussi de drafter des SOP. Voilà. Il y a plein de choses qu'on Mm. est, qu'on Mm. est capable de faire. Donc, par contre, ça nécessite effectivement une expertise sur la mise en place de ce type, je dirais, de type d'approche. Voilà. Mm. Et Et voilà, donc, oui, tu veux l'IA, dire? ouais, bah, l'IA après, bah, derrière tout ça, c'est de l'IA générative, hein. Donc, effectivement, il y a des modèles fondamentaux. Et puis, ces modèles fondamentaux, bah, il faudra on est en train, nous, ADN, de travailler pour les affiner, pour qu'ils Mm. répondent d'une manière, je dirais, plus précise. Et puis, il faut savoir contextualiser avec l'évolution, je dirais, des guides. Alors que ce soit le GAMP 5 seconde édition, comme le faisait remarquer Aurélie, bah, les annexes, elles ont changé. Avant, on avait une annexe URS, FS, machin. Maintenant, c'est spécification. Donc, on a plus de souplesse sur comment dire, sur le cycle de vie. Donc, il faut arriver à adapter. Et pour arriver à adapter, ben, il ne faut pas confondre, je dirais, les moyens et le résultat. Hein. Donc c'est ça qui est, comment dire, important lorsqu'on met en place ce type d'outil, c'est de comprendre en fait, voilà, quel est l'objectif. Hein. Voilà. Donc si vous voulez chercher comment dire, de la productivité, du délai et de la qualité, ben voilà, on a un certain nombre de choses sur lesquelles on peut vous accompagner. Hein. Peut-être qu'il y a un autre slide dans l'offre, je ne sais pas, François, puis Et après je notamment répondrai à pour, la question de Audrey. oui, notamment donc pour zoomer là, sur la capacité qu'on a à vous accompagner, c'est notamment dans les cas où il y a pas d'exigence URS ou autre existante, pas d'analyse de risque. Donc en repartant de votre documentation, qu'on va pouvoir enrichir avec notre capitalisation, parce que donc nos consultants ont depuis longtemps une expérience assez riche sur notamment les domaines ERP, LIMS, WMS, MES, ça va être incité par l'IA de pouvoir
générer des URS, des analyses de risque, alors, pas générer à 100%, mais utiliser l'IA pour grandement accélérer et améliorer la qualité des livrables, URS, risques et tests. On a aussi, donc, aussi une très forte expertise sur tout ce qui est migration. Donc, migrer vers cette plateforme, donc même si vous êtes convaincu qu'elle est merveilleuse, bah, c'est pas forcément une mince affaire de devoir passer du monde d'avant au monde d'après. Et donc, on peut vous aider donc à migrer votre existant, que ce soit Word, Excel ou qui serait présent dans d'autres outils de gestion d'exigence ou de test, avec donc des algorithmes très, très robustes et avec des autocontrôles donc, qui permettent d'assurer que vos données sont correctement et complètement migrées. Donc, il y a encore un dernier petit sondage avant Et puis après, de je vais répondre aux terminer. questions. Enfin, je vais tenter de répondre aux questions. Nathan, le sondage, il arrive. Voilà, si tout le monde pouvait voter, ça serait formidable. Eh ben, je sais pas, est-ce que tout le monde a voté? C'est vrai qu'il y a quelques personnes qui nous ont quittés, mais merci pour toutes ces réponses. Donc, il y a des gens qui sont intéressés par un atelier dans le contexte. L'évaluation dans le processus actuel, bah oui, ça m'étonne pas parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens quand même qui souffrent de leur processus de VSI. Voilà, hein. Des gens qui veulent même aller plus loin là, sur la formation Azure DevOps, hein, et comprendre migrer, comment migrer. Effectivement, ça, c'est un gros sujet. Et puis, bah, ça, c'est tout à fait normal, hein, c'est notre rôle, hein, de gens qui, pour l'instant, regardent. Il n'y a pas de problème, hein. Alors, j'ai plusieurs questions. Alors, une question d'Audrey. Il y a un moyen d'importer les données d'un autre système, type HPLM ou CNIT ou une JET par exemple. OK. Là, on a répondu un petit peu en partie à comment dire, à la question avec le slide sur les imports. On n'avait pas mis HPLM, mais oui, Oui, ça fait aujourd'hui, partie des outils qu'on croise souvent. voilà. Voilà. NIT. Alors, c'est une bonne réponse. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est ça. C'est intéressant de parler de NIT parce que effectivement, on l'a pas mis en valeur ici, mais Azure DevOps, c'est au départ quelque chose, un outil pour faire des projets IT. Donc, que ce soit du cycle en V ou en agilité. Voilà. NIT, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est un système qui est quand même assez ancré sur une approche documentaire. Voilà. Donc, ça veut dire que quand on veut faire du DevOps, quand on veut faire de l'agilité avec un truc comme NIT, bon, je suis pas sûr que ça soit encore complètement adapté. Bon, voilà. Et sur une GED, bah, c'est-à-dire qu'effectivement, si on a les fiches de test au format Word, bah, typiquement, c'est effectivement des choses que l'on fait. Alors même, je vais me faire une petite confidence, hein, on a développé un agent qui va prendre tout type de fiches, comment dire, Word, et qui va les convertir et les monter directement. Alors aujourd'hui, on le fait dans X-Ray, mais on pourrait très bien le faire aussi dans Sur Azure DevOps. DevOps. Voilà. Ensuite, j'ai une question concernant la confidentialité des données. Alors, la confidentialité des données. Donc, pour Modern Requirement et tout, donc en fait, on s'appuie sur une architecture Azure DevOps et on s'appuie sur c'est évidemment une très bonne question, hein, on s'appuie sur des services managés Azure
Donc, effectivement, toutes les données, alors la confidentialité, elle est assurée par contrat et techniquement, en fait, c'est dans votre compte Azure DevOps qu'on va retrouver toutes ces données-là. Euh, Et vos données Après, en ne toute sont pas utilisées transparence, pour entraîner les données. Ça, c'est un échange qu'on a déjà oui. eu, parce qu'on a évidemment posé la question à l'éditeur. Donc, on a un document très détaillé là-dessus, et notamment, ça, je peux vous assurer, donc les données ne sont pas utilisées pour entraîner les modèles. Les activités réalisées par l'IA sont-elles tracées? Euh, on a l'historique des prompts. Hmm. Est-ce qu'on a un niveau de trace plus important? On va regarder, hein, et je reviendrai vers toi, Lionel, pour te dire un petit peu ce qu'il en est. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un peu les sujets avec toutes ces applications SaaS augmentées par l'IA, hein. Tout n'est pas encore complètement, entre guillemets, peut-être carré. Et encore faut-il que la notion de carré soit définie, hein. Euh, bon, voilà. Et surtout, je dirais aujourd'hui sur les bénéfices de l'IA, et c'est vrai qu'on a encore cette barrière-là de human in the loop. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de clients qui génèrent les tests, prennent les tests qui ont été générés directement par Model Requirement, et voilà, hein. C'est toujours, c'est une aide, ça génère un Hmm. brouillon, et ensuite c'est amélioré, quoi, hein. Ouais, tu Voilà. fais des suggestions très pertinentes, hein, qui évitent d'oublier des Hein, choses importantes, mais derrière, il y a hein. toujours une revue humaine. Nous, ce que l'on constate, que ce soit avec Azure DevOps ou la plateforme Atlassian, c'est que l'IA, globalement, quand même, améliore la qualité des livrables. Hmm. Voilà. Ça, c'est sûr et certain. Et ça améliore également aussi le délai de production. Ça, c'est sûr et certain également. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin de consultants, mais voilà, c'est plus la même, c'est plus la même. Enfin, l'équation est en train de changer, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, attends, je vois le message peut-être. Ok. Merci pour ton retour sur Knit, Audrey. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoutez, n'hésitez pas. Donc, on va publier ben, la session. Elle sera disponible. Et puis, Nathan vous enverra également aussi la présentation. Voilà. Euh, et voilà. Bah, écoutez, bonne journée à tous. Hmm. Et Si. on reste évidemment disponible. Voilà. À bientôt.